Bonjour, merci pour votre témoignage et pour votre travail aussi. Je me demandais s'il y avait eu un travail préalable au film, comment vous avez pu un peu prévoir ce que vous alliez mettre dans ce film, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites aussi pendant le tournage. Je ne la vois pas là, la personne qui parle. Oui, d'accord. Il y a eu un travail préalable de fait, dans le sens où moi je les ai rencontrés, je crois, en 2018 ou 2019 la première fois, et on a tourné en 2021. Et donc pendant ce laps de temps, il y a eu tout un travail que j'ai fait de repérage, de rencontres, où je suis allée les voir chacun chez eux, où j'ai fait des entretiens sonores d'abord, parce que moi ça me permettait de connaître un peu leur histoire et puis d'écrire et de faire des allers-retours comme ça entre l'écriture du dossier pour le film et de penser la manière dont j'allais bien pouvoir raconter cette histoire-là. Et donc tout ce travail-là, il m'a permis d'amener ensuite des choses dans le film. Par exemple, c'est un peu difficile parce que vous n'avez pas vu le film en fait, mais il y a une séquence par exemple dans le film où quand j'ai fait la rencontre de Daniel, qui est un autre protagoniste du film, chez lui il y a des médailles et des coupes absolument partout. En fait, il a couru toute sa vie pour ne pas penser. Ça fait vraiment écho à ce que vous racontiez tout à l'heure. Donc il a entraîné des enfants en fait bénévolement tous les soirs en athlétisme pendant très longtemps. Et donc moi quand j'ai compris ça, que c'était une des manières en fait de ne pas penser à ce qui lui était arrivé avant, et en même temps aussi de réparer quelque chose en encourageant des enfants. Il dit même... du coup je lui ai proposé d'emmener un échantillon de ces médailles pour le tournage. Et il y a une séquence où il les montre à un autre ancien de la Belle Étoile, et c'est un échange vraiment très très beau, où Daniel explique ce qu'il a fait aussi pour les enfants, comment il a tenté de réparer quelque part aussi ce qui lui était arrivé. Il y a une autre séquence avec Michel, où Michel, quand je l'ai rencontré, c'est quelqu'un qui a cuisiné toute sa vie. Il a donné à manger à des enfants. Il est devenu cuistot en restauration scolaire. Et à chaque rencontre qu'ils font, ils cuisinent pendant 3 jours, 3 nuits, à manger pour 40 alors qu'ils sont 15 à se retrouver, avec l'idée que tout le monde va repartir avec du rable chez soi. Et quand j'ai rencontré Michel, il m'a montré ses albums photos, et c'était pas des albums de famille, mais c'était des albums de pièces montées. Et donc je lui ai demandé s'il voulait bien faire une pièce montée pendant le film. Et on a vu un tout petit extrait où Dédé vient manger la croix de la pièce montée à un moment donné. Mais voilà, c'est des choses comme ça que j'ai pu entrevoir en prenant le temps de les rencontrer et en leur proposant de ramener ces choses-là pour le tournage. Bonjour. Déjà, merci pour votre témoignage documentaire parce qu'on va tous aller voir après. J'avais une question parce que tout à l'heure vous disiez, qu'en 1968, il y avait déjà eu un rapport qui disait que c'était déconseillé, que c'était pas conseillé de vous renvoyer dans le centre. Et du coup, est-ce que pendant vos recherches pour le documentaire, vous avez eu connaissance de plaintes qui avaient déjà été déposées à l'État, en fait, et s'il y a eu une plainte contre l'État pour tout ce que ces enfants ont subi? Alors, donc je suis pas journaliste d'investigation ni rien, donc j'ai fait quelques recherches quand j'ai commencé le film, et non, j'ai pas trouvé de plainte dans ce sens. Je pense que la seule plainte qu'il y a eu, c'est celle qui s'est faite là en avril dernier avec les anciens de la Belle Étoile qui se sont enfin décidés, mais ils ont mis du temps avant de le faire. C'est-à-dire que moi, quand je les ai rencontrés au début du film, ils ne voulaient pas porter plainte. Parce que je pense qu'il y avait une forme de défiance en fait vis-à-vis de l'institution, de la justice. Pour certains, ils ont été placés dès l'âge de 2 ans, donc c'est assez compliqué en fait, le rapport à la justice
sans compter que ça demande de l'énergie, du temps, que ça a un coût, etc. Mais donc ça a pris du temps avant qu'ils se décident à le faire. En revanche, j'ai trouvé dans les archives nationales des rapports d'inspection et on peut, en regardant la notice, accéder à une partie de ces documents-là. En fait, je suis venue ici aux archives nationales et j'ai trouvé des documents. Et il y a des rapports d'inspection qui, en 52, en 60, qui disent grosso modo que tout va bien et que les enfants évoluent dans un environnement parfait pour leur développement, fait de joie, de sérénité, etc. Donc c'est en fort contraste avec les témoignages des personnes qui ont été enfermées là-bas. Et il y a un dernier rapport qui date de 70, qui l'a fait fermer le centre, et dans lequel on voit qu'il y avait des plaintes de parents qui dataient déjà des années 60. Mais qui visiblement n'ont pas été prises en compte puisqu'il a fallu attendre 70 pour que les enfants, pour que le centre soit fermé et que les enfants soient enfin entendus. Bonjour. 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 J'ai une question pour Gemma. Vous aviez dit que l'assistance sociale a affirmé qu'il n'y avait pas. Vous avez dit que l'assistante sociale a dit qu'il y a, au lieu d'avoir 9 enfants, il y en a 11. Est-ce que vous étiez d'accord avec ça? Comment? Au lieu de 9 enfants, il y en avait 11. Ouais. C'est ce qui était dans le rapport. Pourquoi? Est-ce que tu es d'accord avec l'assistante sociale? Ah, mais tout à fait, je suis vraiment d'accord, exactement, mais je vous assure, voilà, on était 11 avec quelqu'un que j'appelle, et que la fratrie, le 3/4 de la fratrie appelait le père, et on appelait la maman. Ça, sans vous faire un cours de linguistique, ça vous en dit long, l'aspect affectif que nous avions, la fratrie et les parents, quoi. Tu peux décrire un petit peu l'environnement? Ah, l'environnement familial, je vais vous préciser, comme souhaite Clémence, elle me rappelle, j'avais un père qui était le père fouettard réellement, quoi, qui fait que il frappait ma mère, mon frère aîné, tout ce qui lui arrivait, quoi. Et il n'avait pas besoin d'avoir bu pour être comme ça, quoi. Ma mère, elle était dépassée par les événements, quoi. Et quand ma mère allait au travail, faire le ménage au CEA à Veurey, mon père profitait, qui fait qu'il a rendu une de mes sœurs une mort vivante. Pour préciser, pour une personne qui est en début de rang dans la salle et qui me soutient chaleureusement, mon père a eu des attouchements, on appelle ça l'inceste, la première violence, et je trouve que l'État fait pas grand-chose par rapport à ça, quoi. Voilà, je vous dis ça en écoutant la radio et en regardant les émissions de télé, là-dessus, franchement, c'est à désespérer, quoi. Et comme sur une autre chose, excusez-moi, je sors du cadre, mais par rapport au féminicide en France, l'État français est à l'ouest. Hein. Franchement, c'est une honte. Et j'ai une autre question. Est-ce que vous êtes encore en lien ou en contact avec votre patron? Oui, j'ai entendu. Vous posez la très bonne question. Ma maman, elle est décédée il y a 6 ans. Quasiment non, quoi. J'accomplis un devoir d'aller rendre visite à une sœur qui est malade, qui est hospitalisée, autrement non. Merci pour votre témoignage. J'avais une deuxième question. Est-ce que les travaux de recherche documentaire vous ont permis de répondre à la question pourquoi ou comment
ces institutions qui seraient bienveillantes et préoccupantes des situations des enfants leur ont finalement infligé plus de traumatisme et de violence qu'ils n'en avaient pas. On entend hyper mal, je suis désolée, mais on vous a très mal Moi j'ai une entendu. grosse voix, j'y vais. La jeune fille vous demandait si le travail que vous avez fait vous permet de comprendre comment des institutions qui se disent être des institutions de rééducation bienveillantes deviennent des institutions de grande violence. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique que ces lieux-là ont existé de cette manière-là? Vous avez 3 minutes. C'est ça. C'est une question pour les historiens, ça. Moi, je suis pas historienne. Hein. Non, je sais pas. Alors, vous voulez, je sais pas, est-ce que vous avez des pistes? Non, ouais, moi, une des pistes, ce que je me dis, c'est un ensemble de choses, en fait. On a un notable, un abbé qui crée ce centre. La religion a un poids énorme à ce moment-là, donc c'est quelqu'un qui est très respecté, qui a beaucoup d'appui, qui du coup fait un peu ce qu'il veut en fait. Le centre, on est dans un endroit qui est en montagne, assez éloigné en fait, enfin il n'y a pas beaucoup de travail, donc en fait ça fait vivre les gens alentours qui travaillent, les fermes qui fournissent le centre. En fait, tout le monde y trouve un petit peu son intérêt quelque part. Et donc, et puis on présente ces enfants comme des mauvais enfants, comme des enfants qui l'ont bien cherché et qu'il faut mater. Et donc, j'ai l'impression que tous ces éléments-là, plus des appuis politiques, il y avait un ministre qui était président du conseil d'administration de la Belle Étoile, le ministre Fontanet. C'est tous ces éléments-là en fait qui permettent à ce qu'un centre comme ça puisse perdurer. Je ne sais pas comment se passaient les contrôles. Est-ce qu'il y a eu des pots de vin? Est-ce qu'il y a eu Et donc j'imagine que ça, des historiens, des personnes qui font ce travail-là peuvent peut-être mieux répondre. Je ne sais pas si des étudiants qui étaient au courant, mais ça va nous permettre de faire la transition et puis d'aller vers la conclusion. Les prochaines journées de valorisation, l'année prochaine, seront consacrées à la question des violences faites aux enfants, les violences systémiques faites aux enfants dans les familles, dans les institutions scolaires, rééducatives et de répression. Et je pense que pour compléter ce que tu as dit, il y a à réfléchir beaucoup en histoire, en sociologie, sur les violences systémiques faites aux enfants par les adultes, c'est-à-dire comment la domination des adultes va conduire à des maltraitances sur les enfants sous couvert, soi-disant, de leurs biens et de leur correction, voire de leur rééducation. Et je pense qu'il y a là tout un temps à travailler. Et ce qu'on aimerait faire l'année prochaine, c'est vous présenter une journée de valorisation sur la question des violences à l'enfance, qu'on a d'ailleurs entamé cet après-midi au vu des témoignages qu'on a entendus.